Je vous propose qu'on commence. Je vais vous faire une petite partie sur le bruit. Alors, on verra un peu pourquoi. Donc, cette partie, je l'ai intitulée Préparation du TP. L'idée, c'est que, en fait, vous soyez efficace sur les 4 heures de mesure que vous allez avoir avec David. Et les 4 heures de mesure que vous allez avoir avec David sont cet après-midi. Alors, petit point d'information, vous savez que pour vous rendre à l'IUT, en fait, il faut remplir, selon ce que j'ai compris, parce que ça a changé tout le week-end, mais une attestation et c'est coché le cas numéro un, c'est-à-dire vous vous déplacez pour de la formation et des enseignements. Il faut venir bien évidemment avec votre carte d'étudiant et éventuellement, je pense que vous l'avez sur votre téléphone, être capable de montrer votre emploi du temps. Voilà. Donc pensez à télécharger cette attestation. Alors vous êtes le premier groupe du G1. L'idée qu'il y avait derrière, c'est pour vous donner aussi un peu de temps pour vous déplacer entre le chez vous, c'est-à-dire cette partie distancielle, et l'UT. Donc avec David, ça commence à 14 heures et c'est en salle hyper. Donc vous allez mettre en œuvre directement ce qu'on va voir ce matin. Si vous avez un petit peu de temps, ce qui n'est pas complètement idiot non plus, c'est de lire en fait l'énoncé du TP bruit. Vous allez voir qu'il y a une petite préparation et que cette petite préparation va reprendre les différents points que je vais vous présenter par la suite. Alors, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Le premier objectif, vous l'avez bien compris, c'est de préparer ce TP. Ce TP, en fait, à l'origine, il n'y avait pas qu'un seul TP, il y avait deux TP, parce que chaque TP correspondait à deux méthodes. Et avant de faire le TP, on faisait une préparation, une présentation. Donc là, ce qu'on va faire en distanciel, c'est cette préparation, cette présentation, qu'on a un petit peu raccourcie. Et en fait, vous allez voir qu'il y a une technique qui n'est pas très précise, c'est ce qu'on appelle la technique, la méthode directe, et une méthode qui est un peu plus précise, qui est la méthode dite Y, qui utilise en fait des sources de bruit. Alors la difficulté qu'on a eue, c'est pas une difficulté Covid, c'est tout bêtement une difficulté de matériel. C'est qu'à l'origine, on avait 6 sources de bruit qui étaient opérationnelles, et là, en fait, on en a retrouvé uniquement 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que votre groupe cet après-midi va être découpé en deux. Il y a 3 étudiants en fait qui vont au départ faire la méthode directe, pendant que les 3 autres font la méthode Y. À 16 heures, vous allez permuter. Donc les 3 qui ont fait la méthode directe vont faire la méthode Y avec les sources de bruit, et les autres vont repartir sur la méthode directe. Voilà un peu l'explication. Ce qui fait qu'on est obligé de faire une partie un peu théorique qui présente à la fois la méthode directe et la méthode Y. Bon, c'est pas vraiment gênant, je l'ai un petit peu allégé. Je pense que ça ne va pas vous poser plus de difficultés que ça. Donc ça, c'est l'objectif principal, c'est vraiment ça, la préparation du TP. La semaine prochaine, vous allez avoir aussi en fait un oral. Oui, c'est la semaine prochaine. Cet oral va se faire aussi en distanciel et ça va être en fait sur les notions de bruit. Notion de bruit, notion de sensibilité. Donc ce TD a aussi pour vocation de revoir ces notions. On va revoir les notions de rapport signal sur bruit, comment calculer la puissance de bruit en entrée, en sortie, la puissance du signal, d'entrée, de sortie, etc., etc. On va continuer en allant sur une notion que vous n'avez pas encore vue, qui est une notion qui est quelquefois utilisée. C'est ce qu'on appelle la température de bruit ou la température additionnelle. C'est notamment vrai pour des gens qui vont faire en fait des liaisons type satellitaire. On parle souvent de température d'antenne. Donc on verra que cette notion de température de bruit, c'est quoi? C'est une généralisation en fait du facteur de bruit. Le facteur de bruit, euh, une des hypothèses pour pouvoir le développer, c'est qu'on travaille à une température T0 qui est de 290 degrés Kelvin, c'est-à-dire en gros 17 degrés centigrades. Vous verrez que la notion de température de bruit permet en fait de travailler à n'importe quelle température. Et le dernier point, vous l'avez bien compris, c'était la préparation
de l'oral. Alors, on va commencer par des premières révisions. Je pense que ces révisions, vous les connaissez. Alors, je vais peut-être couper ma caméra et puis changer, passer sur la tablette puisque je vais écrire un petit peu. Donc, je vous encourage bien évidemment là aussi à prendre des notes hein, ou faire des copies d'écran dans la mesure où je ne vais pas forcément sauvegarder ce que je suis en train de faire. Ça sera peut-être enregistré. Là, j'ai lancé un enregistrement. On va voir si ça fonctionne. Donc je vais partager mon écran et passer sur la tablette. Alors est-ce qu'il va vouloir le faire ça? On va passer dessus. Donc ça devrait arriver chez vous dans peu de temps et je pouvais couper en même temps ma caméra. Alors, sauf que j'ai pas coupé ma caméra avant et j'ai plus accès. Ouais, je l'ai coupé là. Donc normalement, c'est arrivé chez vous, vous devez avoir en fait un grand écran où il y a un truc qui s'appelle préparation. Alors on va se déplacer sur le transparent en fait qui vous était proposé. Alors ce qu'il faut comprendre globalement, c'est que vous avez une puissance en entrée, c'est ce qu'on appelle la puissance du signal, donc ça c'est ce qu'on appelle PSE. Vous avez la puissance de bruit, et la puissance de bruit, pour l'instant, on l'a toujours définie à une température qui est la température T0, qui dépend de 290 degrés Kelvin, qui correspond en fait à 17 degrés centigrades. Il y a un paramètre qu'on oublie souvent, c'est que la notion de bruit n'a de sens que si vous êtes adapté. Alors vous savez que cette notion d'adaptation, on l'a définie par rapport à différents paramètres, et un des paramètres, souvent, c'est le paramètre de rapport d'onde stationnaire. On dit que le système, il est adapté, classiquement, mais ça dépend vraiment aussi des notes techniques qu'on va utiliser, mais globalement, ce qui est le plus vu, c'est lorsqu'on a un ROS qui est inférieur ou égal à 2. Alors on verra un peu ce que ça veut dire un ROS inférieur ou égal à par rapport à 2, parce que vous savez que les autres descripteurs que vous avez, c'est ce qu'on appelle le return loss, ou d'une façon équivalente, le S1, qu'on pourrait bien évidemment exprimer en dB. Puisque ce que vous allez voir principalement sur un analyseur de réseau, c'est plutôt le S1 exprimé en dB. Donc ces conditions sont des conditions qui sont essentielles pour arriver à définir ce qu'est le facteur de bruit. Le facteur de bruit ne fonctionne que si je suis à la température de 17 degrés Celsius ou 290 degrés Kelvin. Alors bien évidemment, si vous êtes dans la salle hyper, si vous êtes à 20 degrés, 25 degrés, ça va pas modifier fortement vos résultats. Mais il faut en avoir conscience. Alors après, si on revient sur les différentes définitions, la définition de la puissance de bruit en entrée, alors il y a deux solutions, soit je l'exprime directement en watts, et je vous rappelle que ça correspond au paramètre K. K, c'est la constante de Boltzmann, multipliée par la température, multipliée par rapport à la bande équivalente de bruit. Ça, c'est l'expression linéaire. Je vais remettre la valeur de la constante de Boltzmann. C'est 1,38 10 puissance moins 23. Et c'est des joules par Kelvin. Alors il y a une notation qui est beaucoup plus utilisée, que vous connaissez tous, qui est l'expression maintenant en dBm, qui dit tout bêtement qu'on est à moins 174, et là on a des dBm par Hertz, plus les fameux 10 log de Bm. Et bien évidemment, c'est la bande de votre récepteur. Donc ça, c'est une formule assez intéressante. Et il y a un paramètre qu'on pourrait un peu identifier. C'est ce paramètre-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la densité spectrale de puissance. Une densité spectrale de puissance, c'est en fait un truc qui s'exprime pour une bande de bruit de
1 Hz. Donc en fait, c'est lorsque on a une bande équivalente de bruit de 1 Hz. Et cette DSP, puisque la densité spectrale de puissance, on l'appelle souvent une DSP, elle est en fait obtenue souvent avec un truc que vous connaissez, qui est le marqueur noise de votre appareil. Donc vous voyez que si je veux rendre mon système indépendant en fait de la bande du récepteur, je ne vais plus parler de puissance, mais je vais parler de densité spectrale de puissance, DSP, et ça s'exprime en dBm par Hertz. Alors bien évidemment, on peut définir les autres paramètres. Le rapport signal sur bruit en entrée, lorsqu'il est en linéaire, c'est en fait la puissance du signal en entrée divisé par la puissance du bruit en entrée. Bien évidemment, si j'exprime tout ça en dB, ça va être la puissance du signal en entrée exprimée en dBm moins la puissance du bruit en entrée exprimée en dBm. Je pense que toutes ces notions-là ne vous posent pas de problème. Le rapport signal sur bruit de sortie, qu'est-ce qui va changer au niveau de ma formule? Là, si je parle en sortie, au lieu d'avoir un E ici, j'aurai un S. Et tout bêtement, ce sera la puissance de sortie moins la puissance de bruit en sortie. La relation, bien évidemment, qui existe entre la puissance du signal en sortie, si je mets ici en watts, et en fait la puissance d'entrée, vous la connaissez puisque c'est le gain fois la puissance du signal en entrée. Bien évidemment, si vous passez ça en dB, tout ça devient une somme. Et dernier point que vous connaissez, c'est la définition du facteur de bruit. Le facteur de bruit en linéaire, je vous rappelle que c'est le rapport signal sur bruit en entrée divisé par le rapport signal sur bruit de sortie. Et ça, bien évidemment, ça se met lorsque je passe en échelle log. De NF, en fait, c'est 10 log du facteur de bruit. Ça va être le RSBE, exprimé en dB moins le RSBS, exprimé en dB. Je pense que ce transparent vous a pas appris grand-chose. Y a-t-il des questions? Alors pour répondre à Florian, si on effectivement là, enfin, sans traitement numérique du signal, c'est-à-dire sans traiter l'information, la puissance la plus faible, la sensibilité la plus faible qu'on peut obtenir pour un récepteur, c'est moins 174 dBm. Vous ne pouvez pas vraiment descendre beaucoup plus bas. Et bien évidemment, le moins 174, vous ne pouvez pas y arriver, puisque vous avez toujours une bande passante sans traitement, là je le redis encore une fois, du signal qui peut être égal à 1 Hz. Ok? Donc là, c'était vraiment des révisions. Typiquement, c'est des choses en fait que on va vous... Enfin, c'est le genre de questions qu'on pourrait vous poser. Alors, on va aller un peu plus loin. Un peu plus loin. Si. Alors, c'est plus pas là. Voilà, on va aller. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la méthode, c'est-à-dire comment mesurer le facteur de bruit. Pour mesurer le facteur de bruit, on va utiliser comme appareil un analyseur de spectre. Alors pourquoi on utilise un analyseur de spectre? Un analyseur de spectre qui va nous permettre de mesurer notamment une puissance de bruit en fonction de la fréquence. Ce qu'on va essayer d'utiliser aussi avec l'analyseur de spectre, c'est bien évidemment, on l'a vu, un truc qui s'appelle le Math-Analysis. Vous aurez aussi en fait des réglages à faire. Je vous rappelle que les réglages qu'il y a à faire sur un analyseur de spectre, c'est notamment l'atténuateur d'entrée, le filtre de résolution, on appelle le RBW,
et le filtre vidéo qu'on appelle VBW. Bien évidemment, vous allez avoir à régler le span, la fréquence et le référence level. Ça, je pense que vous savez le faire. Ce qu'on va mettre devant, c'est en fait le composant dont je veux caractériser en fait le facteur de bruit. Et sur ce composant, ça va être un quadrupole, bien évidemment. Donc un système avec deux ports. Le port d'entrée, je vais le relier à un bouchon 50 ohms. Donc si je mets un bouchon 50 ohms sur le port d'entrée, automatiquement, en fait, cette charge 50 ohms va introduire une puissance d'entrée qui est PBE. Et cette puissance d'entrée, elle s'exprime comme KTBN. Si vous supposez qu'on est à 290 degrés Kelvin, vous savez que c'est moins 174 plus 10 log de BN. Alors ce que impose déjà cet élément, c'est de connaître, bien évidemment, le BN de votre système. Hein. Et le BN de votre système, là, il est composé à la fois du DUT et de l'analyseur de spectre. Alors bien évidemment, le BN qu'on va utiliser ici, ça sera souvent le BN de l'analyseur de spectre, puisqu'en fait, le BN de l'analyseur de spectre, c'est le RBW, et c'est généralement le récepteur qui a le filtre le plus étroit entre le DUT et la S. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ce que vous mesurez avec ce système-là, vous mesurez à la fois le facteur de bruit du DUT, mais aussi le facteur de bruit de l'analyseur de spectre. C'est-à-dire en fait ce que vous allez mesurer, c'est globalement grand F. Et vous savez que là, quand vous avez deux quadrupôles, et vous avez un système chaîné, où vous avez en fait le F de DUT, plus le F de l'analyseur de spectre, moins 1, divisé par en fait l'amplification du DUT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez corriger votre système, il va falloir déterminer FAS et connaître le gain de votre composant sous test. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être relativement simple, puisqu'en fait, pour déterminer le facteur de bruit, on va passer sous la forme qui est la forme linéaire. Alors là, il y a un truc qui le cache, mais je vais le refaire ici. Vous savez que le facteur de bruit, c'est le RSB d'entrée divisé par le RSB de sortie. Vous savez que le RSB d'entrée, en fait, c'est la puissance du signal en entrée sur la puissance du bruit en entrée. Tout ça divisé par la puissance du signal de sortie divisé par la puissance du bruit de sortie. Mathématiquement, tout ça, ça peut s'écrire un peu plus facilement. Ça va être PSE sur PBE multiplié par PBS sur PSS. Donc là, pour l'instant, je pense que cette expression ne vous pose pas de problème. Après, je vais dire tout bêtement que PSS, je vais recopier, PBE, vous connaissez sa valeur, et PSS, c'est PSE fois le gain. Donc les deux PSE vont venir se simplifier et vous obtenez en fait la formule, alors j'ai plus vraiment de place, qui est en fait la puissance de bruit de sortie divisée par l'amplification en fait du DUT fois en fait PBE. C'est la formule que vous avez ici. Donc c'est cette formule qu'on va utiliser. Et là, bien évidemment, ce que vous mesurez ici en termes de plancher de bruit, c'est bien la puissance de bruit en sortie. C'est sûrement pas la puissance du bruit en entrée. Parce que la puissance de bruit que vous avez en entrée, c'est une puissance en fait qui est à l'entrée du DUT. Vous ne pouvez pas mesurer directement. Et ça n'a de sens que si j'ai un ROS en fait qui est inférieur ou égal à 2,
et que je suis en fait à une température T0 de 290 degrés Kelvin ou 17 degrés centigrades. Tout bêtement, puisque la puissance de bruit que je vais exprimer ici est liée à la température. Y a-t-il des questions sur cette méthode directe? Vous voyez que cette méthode directe, elle ne nécessite pas grand-chose. Elle nécessite un analyseur de spectre correctement réglé et une charge de 50 ohms. Vous mettez à l'entrée, en fait, par exemple, de votre ampli, le bouchon 50 ohms, vous mettez votre ampli et vous mettez votre analyseur de spectre. Bien évidemment, le F que j'ai donné là, c'est en linéaire, pour répondre à Florent. Alors, bien évidemment, on peut passer, je pense que c'est le transparent suivant, on peut passer assez simplement en échelle log. Hein. Donc vous retrouvez en fait la forme qui était la forme exprimée là-dessus. Si je veux en fait passer ça en échelle log, bah, ça va se passer assez simplement. Donc si je passe en échelle log, je parle maintenant de NF. La puissance de bruit de sortie, on va l'exprimer dans un premier temps en dBm, moins le gain du DUT qui est exprimé dans ce cas en dB, et moins la puissance de bruit qui s'exprime en dBm. Alors on peut aller un peu, bien évidemment, dans ce cas-là, le NF est exprimé en dB. On peut aller un peu plus loin, le NF exprimé en dB, ça va être donc quoi? Ça va être la puissance de bruit en sortie exprimé en dBm, ce que vous lisez sur votre écran, moins le gain du DUT exprimé en dB, et vous savez que PBE, en fait, c'est moins 174 plus 10 log de dN. Donc moins, du coup, ça devient plus. Là, on est en présence d'une DSP, et le moins 174 plus 10 log de Bn, avec le signe devient plus 174 plus 10 log de Bn. Donc là, vous avez l'expression, typiquement, puissance de bruit, exprimée en dBm, là on n'est pas en DSP, moins le gain, plus 174, moins 10 log de Bn. Oui, parce que la puissance de bruit, c'est moins 174 plus 10 log de Bn. Alors j'ai peut-être dit le contraire tout à l'heure. C'est possible que j'ai dit que c'était plus 10 log de Bn. C'est moins 10 log de Bn. D'accord? Ça, c'est l'expression en échelle log. Maintenant, si ici j'utilise le marqueur noise, avec le marqueur noise, ce que vous allez mesurer, c'est en fait une densité spectrale de puissance. C'est des dBm par Hertz. Ben, la formule ici va se simplifier. Le NF, on va toujours l'exprimer en dB. Ça va être PBS, mais exprimé en dBm par Hertz. Donc ça devient en fait une DSP. Moins A, c'est-à-dire l'amplification exprimée en dB du DUT, plus 174. Et ça, c'est encore des dBm par Hertz. Et j'ai plus besoin de prendre en compte en fait la valeur du Bn, c'est-à-dire en gros la valeur du RBW. Et ça, c'est la formule qu'on va obtenir lorsqu'on utilise en fait tout bêtement les marqueurs noise. Le marqueur noise va vous donner la puissance de bruit de sortie exprimée en dBm par Hertz, c'est-à-dire en fait la densité spectrale de puissance. Donc là, on est avec cette formule-là. Les conditions pour mesurer le NF avec la méthode directe, bien évidemment, vous le savez, c'est la condition d'adaptation. Et puis, il y a une autre condition, il faut être capable de mesurer précisément
dB du DUT. C'est-à-dire, je vais gommer ça. Il faut être capable de mesurer précisément l'amplification du DUT. Et vous savez que l'amplification du DUT, vous allez le mesurer avec un analyseur de réseau vectoriel. Et je vous rappelle que là, il faut vraiment faire attention à la façon dont vous allez régler en fait votre analyseur de réseau vectoriel. Bien évidemment, ça va se traduire souvent par la mesure du paramètre de transmission, qui est le S de 1. Et vous faites attention au point de compression. C'est-à-dire qu'il faut, et vous allez le voir dès cet après-midi, régler en fait la puissance en entrée pour que, bien évidemment, le DUT ne sature pas quand vous allez mesurer votre DUT. Donc pour pouvoir utiliser cette méthode directe, il faut connaître précisément, à la fréquence qui vous intéresse, l'amplification de votre DUT. Y a-t-il des questions là-dessus? Alors si on veut faire une application, on va faire cette application. Et on va commencer en prenant en compte que cette valeur-là, c'est-à-dire lorsque l'amplificateur est allumé. Lorsque l'amplificateur n'est pas allumé, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous n'avez pas mis votre alimentation. Ça veut dire en fait que quand vous n'allumez pas votre amplificateur, bien évidemment, votre amplificateur, normalement, est adapté sur 50 ohms. Ça veut dire en fait qu'ici, vous ramenez en fait un 50 ohms au niveau de votre montée d'analyseur de spectre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous allez mesurer le facteur de bruit en fait de votre analyseur de spectre. En train de regarder. La définition du marker noise, pour revenir concrètement, c'est en fait pas une puissance, mais c'est une densité spectrale de puissance. En fait, ce que fait l'analyseur de spectre, c'est qu'il va prendre il va mesurer ta puissance et il va la diviser en fait par sa bande, c'est-à-dire par la valeur de Bn. Et la valeur de Bn, c'est la valeur de RBW. Donc ça t'évite en fait de prendre en compte le D-log de Bn, puisque l'appareil le fait pour toi. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Antoine? Alors si on veut faire une application, je vous conseille de faire une copie d'écran de ce truc-là, parce que je vais donner un coup de gomme. Je vous laisse 30 secondes, pas tant que ça, 3-4 secondes. Et je vais utiliser ma gomme pour me faire un peu d'espace. Voilà. Hop. Alors, on va essayer d'utiliser la formule qui est en dessous. Et on va partir en fait en disant que le gain de mon ampli, je l'ai mesuré au VNA et j'ai fait attention au point de compression, c'est-à-dire en fait que j'ai réglé intelligemment le power de mon VNA. J'ai vérifié en fait que le ROS il était inférieur à 2, soit je le mesure, soit je fais confiance au datasheet. Et j'ai mesuré en fait ici avec mon marker noise une densité spectrale de puissance qui vaut PBS, elle est là, qui vaut moins 149 dBm per Hz. Et je vais commencer à essayer d'utiliser cette formule-là. Donc cette formule-là, je vais la passer évidemment sous forme logarithmique. Et je vais essayer de calculer tout bêtement, dans un premier temps, le NF en dB. Le NF en dB, je pars sur PBS, avec la densité spectrale de puissance, moins 149. La valeur, en fait, du gain, ici, moins 20, et le plus, 174.
est-ce que j'ai une calculatrice? On va essayer. Ah oui, tiens, on va essayer d'utiliser ça. Alors, je vais me mettre là-dessus. Donc, normalement, bon, on va faire ça avec Octave, s'il veut. Voilà. Donc, alors, la formule, je ne l'ai plus sous les yeux. Donc, c'est moins 149 plus, non, moins 20. Et c'est plus 174. Ça me donne un facteur de bruit qui vaut 5. Donc en fait, si vous appliquez ça, le NF que vous allez mesurer, vous obtenez un facteur de bruit de 5 dB. Ça impose ici une condition, c'est que votre analyseur de spectre est idéal. On va avoir sur le transparent suivant l'occasion d'y revenir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On reviendra après sur les réglages de l'analyseur de spectre. Vous trouvez ça avec le marqueur noise, effectivement. Là, les deux résultats qui sont entourés ici, c'est la mesure, par exemple, les mesures que vous allez faire cet après-midi. Donc la condition, je vous rappelle, c'est de connaître assez précisément en fait le gain que vous avez, parce qu'en fait vous savez que les amplis que vous allez mesurer peuvent avoir des gains qui peuvent varier en fonction de la fréquence, en fonction aussi de leur âge. Donc il faut faire une mesure du gain. Alors on va voir maintenant si on prend en compte l'analyseur de spectre. Alors pour prendre l'analyseur de spectre en compte, ben en fait, ce que je mesure, c'est pas le F du DUT que je mesure en fait, mais c'est un F qui correspond au F du DUT plus le facteur de bruit de l'analyseur moins 1 divisé par la valeur en fait de l'amplification du DUT. Alors ce qu'il me faut, en fait ça je le mesure, c'est ce qu'on a mesuré ici. Donc si on reprend ce truc là, on a mesuré un NF qui va aller 5 dB. Ça on l'a aussi, c'est 20 dB. Ce que j'ai pas, c'est la valeur du facteur de bruit de mon analyseur de spectre. Et bien pour mesurer le facteur de bruit de mon analyseur de spectre, on va utiliser le fait qu'ici, soit je mets un bouchon directement 50 ohms sur l'entrée en fait de mon AS. Ce qui est beaucoup plus simple, c'est de ne pas alimenter mon DUT. Bien évidemment, ces deux paramètres-là sont mesurés avec le marqueur noise. Alors on va utiliser cette deuxième mesure pour déterminer FAS et on va utiliser exactement la même technique. On va dire que le noise factor de l'analyseur de spectre, et bien en fait ça va être moins 155 en fait. Est-ce que vous avez un gain? Est-ce que dans l'analyseur de spectre, il y a un gain? Je vous rappelle qu'ici on a mis un bouchon de 50 ohms. Alors est-ce que je retrouve un gain? Alors c'est quoi la valeur du gain de l'analyseur de spectre? Eh bien en fait, il n'y a pas de gain. Puisqu'en fait, ce que tu affiches là, si tu mettais un signal ou du bruit, ce que tu affiches là, c'est bien la puissance du signal et c'est bien la puissance de bruit. Donc en fait, il n'y a pas de gain à l'intérieur de l'AS, ou tout au moins il est compensé. Donc là, en fait, le gain de mon AS, il vaut du coup
0 dB. Là, c'est des dBm par Hertz. Là, c'est des dBm par Hertz. Et ça fait quoi, ça de ma souris. Voilà. Alors, moins 155 plus 174. On arrive à un facteur de bruit qui est de... Alors, on va relâcher cette contrainte qui arrive à ici. On arrive donc à 19 dB. Est-ce que c'est clair? Alors, si tu remets des préamplis, en fait, s'il y a des préamplis à l'intérieur, ce que tu mesures toujours, c'est que de toute façon, ce que va t'afficher l'analyseur de spectre, il va corriger le gain des préamplis. Forcément. Parce que si tu es obligé de dire, ah bah là j'ai mis un préampli qui vaut 3 dB, donc la puissance, l'arrêt que je mesure, ou le plancher de bruit que je mesure, c'est cette valeur-là, moins 3 dB, non, ça ne fonctionne pas. Donc de toute façon, si à l'intérieur il a des amplificateurs, il en tient compte sur l'afficheur. Alors là, on a tous les éléments pour pouvoir calculer le facteur de bruit du DUT. Pour calculer le facteur de bruit du DUT, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de réécrire cette expression. Et vous voyez que le F du DUT, c'est le facteur de bruit que vous avez mesuré ici. Bien évidemment, lorsqu'on va le passer en linéaire, moins F de AS moins 1 divisé par l'amplification du DUT. Je le fais avec vous. Là, je détaille assez, mais c'est en fait pour vous aider aussi sur la partie manip, puisque c'est des choses que vous aurez à faire par vous-même. Alors, si on fait ça, on va peut-être agrandir un peu la fenêtre là. Est-ce que vous voyez ce que j'écris là sous Octave? Vous pouvez très bien le faire à la calculatrice. Ouais, ça va pas donner beaucoup plus. Donc, on va rester là-dessus. Donc je vais définir en disant, alors je vais réutiliser ma formule, elle est là. Le premier truc que je vais faire, c'est calculer f, petit f. Petit f par rapport à grand NF, vous savez que c'est 10 à la puissance divisé, donc là, grand NF, c'était 5, divisé par 10. Donc là, je suis en train de mettre en linéaire, en fait, les valeurs. Donc là, je viens de calculer la valeur de f. Et je viens de perdre mon écran. Donc, du coup, je ne sais pas comment je récupère. Voilà. On va revenir ici. Donc là, en fait, j'ai calculé la valeur de petit f. Et petit f, si vous regardez, je ne l'ai plus en... Et je crois que c'était autour de 3,16. Ça, c'est la valeur linéaire des 5 dB. On va continuer. J'ai perdu. Voilà. On va faire la même chose pour la valeur en fait de FAS. Donc FAS, on va l'appeler FAS. Ça va être donc 10 à la puissance. Donc la puissance, le facteur noise de l'analyseur de spectre, on avait trouvé 19 dB. Donc ça va être 19 divisé par 10. Pour trouver un FAS qui vaut 79. Le gain, on va le passer en linéaire. Vous savez que pour passer là en linéaire, c'est toujours la même chose. Alors, j'attire votre attention, c'est nécessaire, bien évidemment, pour utiliser la formule que vous avez ici, de passer l'ensemble des paramètres en linéaire. Vous avez un gain de 20 divisé par 10. Comme ça, on aurait pu le faire directement. Ça nous fait 100. Et après, je vais appliquer la formule.
Donc le F du DUT, ben, c'est quoi? C'est le F total, donc le 3,16, moins le F de AS moins 1 divisé par le gain, grand A, qui est ici exprimé en linéaire. Ça me fait un F DUT qui vaut 2,37. Maintenant, si je veux l'exprimer en dB, ben, je pense que vous savez le faire. C'est 10 fois le log en base 10 du F de DUT. Ce qui me fait en fait ici, typiquement, 3,76. Voilà. Ah, je suis pas sur le bon endroit, excusez-moi. On va revenir sur le truc. Ça veut dire qu'ici, en fait, si vous marquez ça, à la fin, le NF que vous trouvez pour le DUT, il vaut 3,76 dB. Là, on a la valeur qui est la valeur corrigée. Si je ne corrige pas, j'ai une erreur, je suis à 5 dB. Si je corrige, j'arrive à un facteur de bruit qui est de 3,76 dB. Y a-t-il des questions? Alors, comment on fait pour un élément passif? Eh bien, pour un élément passif, on ne peut pas le faire avec la méthode directe. C'est aussi simple que ça. Il faut des sources de bruit. Alors, pourquoi on ne peut pas le faire avec un élément passif? Ben, c'est que la puissance de bruit que tu vas avoir à l'entrée de ton élément passif va être la même que la puissance de bruit que tu as à la sortie de ton élément passif. Donc, tu ne peux pas utiliser cette technique pour mesurer, en fait, le facteur de bruit d'un élément passif. Alors après, on sait que le facteur de bruit d'un élément passif, c'est en fait ses pertes d'insertion. Donc globalement, si tu as un VNA, tu mesures ses pertes d'insertion et tu sais que son facteur de bruit, c'est la valeur de ses pertes. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Est-ce que c'est clair? Florent. Du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on prend la valeur du bruit lorsque le DUT est allumé et Ouais, lorsque le DUT est, enfin, quand il est alimenté, lorsqu'il n'est pas alimenté. ouais, Et ensuite, et ouais. ensuite, la différence entre les deux, ça nous donne le noise factor, non? Alors la différence entre les deux ne te donne pas le noise factor. Le premier, quand ton DUT est alimenté, ça va te donner le facteur de bruit de la chaîne DUT plus analyseur de spectre. Quand ton ampli, par exemple, n'est pas alimenté, ça va te donner uniquement le facteur de bruit de ton analyseur de spectre. Et après, tu corriges, parce que tu sais que, en fait, cette association, ben, c'est le facteur de bruit du DUT plus le facteur de bruit de l'ANS moins 1 divisé par le gain du DUT. Donc, si tu connais le facteur de bruit total que tu as mesuré lorsque, en fait, ton élément était alimenté, si tu as mesuré le facteur de bruit de l'ANAS qui a été déterminé lorsque en fait ton but est éteint, et bien en fait tu as tous les éléments pour pouvoir corriger, prendre en compte la valeur de F de AS pour déterminer la valeur de F dut. Mais c'est bien la différence entre PBS allumé et PBS éteint. C'est pas ça. D'accord. En fait, quand ça éteint, on mesure Le facteur de le bruit de facteur ton de AS. bruit de l'AS. Et du coup, au plus il descend bas, au plus on est précis, non? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, là, on pourrait refaire le calcul, mais si j'avais eu un écart d'une dizaine de dB entre DUT allumé et DUT éteint, la correction que je viens de faire là, la prise en compte de la S, n'était peut-être pas nécessaire. J'aurais fait une erreur relativement faible. Donc j'ai intérêt, lorsque j'allume et j'éteins mon AS, d'avoir une grande différence entre les deux valeurs de bruit que j'ai mesurées. Et je vous rappelle que ce que vous mesurez sur l'écran, ce n'est pas la puissance de bruit en entrée, c'est la puissance de bruit en sortie. D'accord. Du D'accord? coup, il n'y a pas
une machine qui pourrait le faire tout seul, ça aussi, Tout, pour tout à fait, on pourrait faire un petit vérifier programme qui permet de le faire. Ça, automatisé, c'est pas grand-chose à faire. Oui, on pourrait et tout en à plus fait le faire. tracer sa réponse en fonction de la Oui, fréquence. ouais. Parce qu'en fait, après, tu peux tout à fait changer les fréquences et tu peux avoir la réponse avec cette méthode-là, avec cette méthode directe du système. Mais ça ne marche que pour les éléments actifs. Ok. D'accord? Alors après, il y a la question qui est la question suivante, qui est comment je règle mon analyseur de spectre. Parce que là, on n'en a pas parlé. Et bien évidemment, vous savez que l'analyseur de spectre, mais il faut le régler pour arriver à mesurer des puissances faibles. Donc ça, je vous laisse lire, c'est le baratin qui était déjà dans le cours. Mais globalement, sur un analyseur de spectre, il va falloir déjà régler le référence level. Donc référence level, vous allez mesurer du bruit. Donc en fait, je sais pas, c'est moins 160 dBm, voire plus bas que ça. Moins 70, moins 80. Donc ça, c'est le premier élément que vous allez régler. Vous savez qu'en entrée, il y a un atténuateur. Hein, pas l'atténuateur externe, mais vous avez un atténuateur interne. Et cet atténuateur, vous pouvez le régler. Ben, cet atténuateur, si vous voulez améliorer la sensibilité de votre système, c'est-à-dire diminuer le facteur de bruit en fait de votre AS, il faut le régler à 0 dB. Alors ça se fait avec les touches de fonction et il faut l'obliger à passer à 0 dB. Hein. Bien évidemment, ça fonctionne puisque en fait, à aucun moment dans cette manip-là, vous allez rajouter un signal, hein, puisque en fait, votre DUT est sur un bouchon de 50 ohms. Donc vous pouvez sans aucun danger mettre l'atténuateur à 0 dB. Ce que je vous conseille, c'est que le filtre vidéo, ce que l'on dit souvent, c'est de prendre le RBW et de le diviser par 10. Vous pouvez le diviser par 100, ça va prendre un peu plus de temps. Et le RBW, eh ben, il faut le régler d'une façon assez fine. Allez, là, je ne sais pas, faut aller autour de 1 kHz, peut-être même moins que ça, 100 Hz. Une fois que vous avez fait ça, bien évidemment, ça implique que vous avez un span qui est un span faible, extrêmement réduit. Pourquoi vous avez un span faible? Ben, autrement, avec un RBW de 1 kHz, ça va mettre 1 heure pour arriver à faire le balayage. Je vous rappelle que tous ces paramètres, bien évidemment, sont liés. Et puis, ce qui n'est pas idiot, c'est d'utiliser la mesure de la densité spectrale de bruit, c'est-à-dire le marqueur noise, qu'on avait déjà plus ou moins utilisé au module 1. Sur les analyseurs de spectre que vous allez utiliser, c'est des analyseurs de spectre de René Schwartz, c'est des FCP. Classiquement, la sensibilité que vous pouvez obtenir, elle est autour de moins 155 dBm par Hertz, ce qui fait en gros un facteur de bruit d'analyseur de spectre qui est égal à 19 dB. Donc bien évidemment, pour que cette méthode directe marche, il faut aussi régler l'analyseur de spectre. Donc point important pour régler l'analyseur de spectre, le référence level, le mettre relativement faible, mettre l'atténuateur d'entrée, qui n'est pas l'atténuateur d'externe, mais bien évidemment l'atténuateur externe vous le démontez parce qu'il n'a pas de sens, hein. Mais en interne vous le réglez à 0 dB et vous le mettez avec des RBW peut-être même plus faibles, 100 Hz ça serait peut-être pas complètement idiot, et avec ces paramètres là vous vous arrangez pour avoir un temps de balayage, un swing time qui dépasse pas les 3-4 secondes, quoi. Donc ça veut dire des spans relativement faibles. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Donc là, vous avez à peu près la démarche pour la méthode directe. On va passer maintenant à la deuxième partie où en fait on va utiliser des sources de bruit. Ah ben, ça m'amène à répondre à la question de Florent. Pour un élément qui est passif, si on sait qu'il est purement passif, ben, je vais mesurer ses pertes d'insertion avec un VNA et je sais que
le facteur de bruit correspond aux paires d'insertion. Et si je veux vraiment le mesurer, je vais utiliser en fait des sources de bruit. Et ça m'amène à la suite. Alors la suite, on va commencer par une première partie qui est en fait définir assez rapidement ce qu'est la température de bruit. Je vous ai dit en fait que la puissance, je vous ai dit que la puissance de bruit en entrée, c'était kT BN. Et nous, ce qu'on a utilisé, c'est souvent kT0 BN. Si vous utilisez une autre température, si ce n'est pas 290 degrés Kelvin, vous remplacez T0 par T. Donc ça, on peut tout à fait la généraliser. Et puis, en fait, vous savez que votre système est bruyant. Alors, je vous rappelle que normalement, la puissance de bruit que vous avez en sortie, si mon élément a une amplification A, c'est A fois la puissance de bruit en entrée, plus le bruit, que je vais appeler ici, on peut appeler PB d'ailleurs, qui est la puissance de bruit, et ça c'est la puissance de bruit qui est, on va dire, qui est apportée par le DUT. Donc ça c'est la puissance de bruit en sortie. Ce qu'on va essayer de généraliser, c'est de dire, comme la puissance de bruit en entrée, c'est kT0 BN, je vais essayer d'exprimer la puissance de bruit en sortie avec une température de la même façon, c'est-à-dire, alors là c'est pas, je fais une bêtise, c'est PB, et PB, je vais essayer de l'écrire comme étant A fois, donc le gain du fois K, fois une température qu'on va appeler TA, et BN. Et ça sera le bruit propre apporté en fait par le DUT. C'est-à-dire que maintenant, on ne va plus parler de facteur de bruit, mais on va parler de température équivalente ou effective de bruit. Et ça caractérise en fait le bruit rapporté par le composant. Ça revient à quoi? Ça revient à dire que le quadripôle, il n'est pas bruyant et qu'en fait, on va rajouter une source fictive de bruit à l'entrée dont la température vaut TA. Et TA, c'est lié en fait à la quantité de bruit que rajoute le composant. Alors bien évidemment, une fois que vous avez compris ça on peut le mettre en équation. Vous verrez qu'il y a d'autres slides qui sont un peu plus complètes où on vous explique comment on trouve cette formule. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cette formule est reliée au facteur de bruit lorsque je m'intéresse à une température T0. Donc cette formule-là, si vous l'inversez, vous allez obtenir le facteur de bruit en fonction de la température additionnelle. Si vous appliquez cette formule-là, vous allez voir assez rapidement que, pour remplir mon tableau, si j'ai un facteur de bruit qui vaut 0 dB, si vous passez en linéaire, ça fait 10 à la puissance 0, ça fait 1. Si vous appliquez ce truc-là, vous allez avoir en fait ici, typiquement, une température additionnelle de 0. C'est-à-dire qu'un composant qui a un facteur de bruit qui vaut 0 dB a une température additionnelle de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système ne rajoute pas de bruit en sortie. Autant vous dire que ça n'existe pas. C'est un truc qui est le composant idéal, qui n'existe pas. Tous les autres, en fait, vous les avez. 1 dB, c'est déjà un ampli qui a un super facteur de bruit. Ceux que vous connaissez, ils sont autour de 3 dB. 10 dB et 20 dB, on commence à être avec des choses qui ont des facteurs de bruit qui ne sont pas très bons. 20 dB, je vous rappelle qu'on n'est pas très loin de celui du facteur de bruit d'un analyseur de spectre. Alors pour inverser, je ne veux pas le faire
pas le faire pour tous, mais je vais le faire peut-être pour un. Est-ce que je le fais pour un? Oui, on va revenir toujours à mon élément. Je vais prendre 1 dB. Donc à chaque fois, je perds mon écran. Et si je prends 1 dB, alors 1 dB, je vais revenir déjà en linéaire. Donc ça va me faire un F qui vaut, je prends toujours la même formule, 10 à la puissance 1 dixième. Donc ça fait ici 1,25. Donc ce que je devrais lire ici, c'est 1,25. Et si je prends la température additionnelle, TA, ça va être 290 fois le facteur de bruit, donc ici F, moins 1. C'est la formule qui est ici. Donc là, je viens d'appliquer la formule qui est ici. Alors, j'ai fait une bêtise. F. Ah oui, il manque le signe multiplié. Ça me fait ici, pour 1 dB, vous avez une température de bruit de 75 degrés Kelvin. On parle en degrés Kelvin. Si je mets 3 dB, vous savez que 3 dB, en fait, ça fait une multiplication par 2. Donc le facteur de bruit va être 2. Si vous faites 2 moins 1, ça fait T0. Donc lorsque vous êtes à 3 dB en facteur de bruit, vous avez une température additionnelle de 290 degrés Kelvin. Si je fais par exemple l'exemple de 10 dB, si je fais l'exemple de 10 dB, ben ça va me faire 10 à la puissance 10 divisé par 10. Donc en fait, ça va tout bêtement me faire 1, ça. Donc ça fait 1, 10 à la puissance 1, ça fait 10. Et si vous calculez la nouvelle température, vous obtenez une température qui fait 2610 degrés Kelvin. Vous voyez que ça monte très très vite. Parce que si je faisais le cas 20 dB, 20 dB, ça fait un facteur de bruit en linéaire de 100. Et si vous appliquez ça à cette température additionnelle, vous êtes sur une température additionnelle de 28 710 degrés Kelvin. Ça vous donne les échelles à peu près. Donc la température additionnelle, elle varie entre 0 et plus l'infini. 0, c'est la valeur en fait lorsque je suis idéal. Donc là, vous avez à peu près la méthode pour calculer la relation, tout au moins, qui existe entre température additionnelle et facteur de bruit. Et ça fonctionne exactement de la même façon pour les températures d'antenne. D'ailleurs, j'ai dû faire un petit exemple. Alors, on peut généraliser, c'est-à-dire que ici, la puissance de bruit, c'est pas forcément la puissance de bruit que vous avez à 0 degré Kelvin, à T0, à 290 degrés Kelvin, mais ça peut être n'importe quelle température, notamment une température de bruit d'antenne. Ben ça, on peut tout à fait le voir. Est-ce que j'ai un exemple par rapport à ça? Excusez-moi. Vous avez les mêmes conditions, hein, bien évidemment. Il faut ici avoir adaptation d'impédance, c'est-à-dire avoir ici un ROS qui est bien évidemment inférieur ou égal à 2. C'est toujours la même chose. Cette donnée-là peut être une donnée importante. Eh bien, on va essayer d'appliquer ça typiquement sur le problème que vous avez là. Vous avez en entrée une antenne, et cette antenne est dirigée vers le ciel. Et cette antenne, elle a en fait une température d'antenne qui vaut 5 degrés Kelvin. Alors faites attention au degré Kelvin, hein. C'est un peu le problème, on peut le confondre avec petit k et grand k. Là, il y a des k qui traînent un peu partout. Donc l'antenne, là, elle est à une température de bruit extrêmement faible. Pourquoi elle est à une température de bruit extrêmement faible? Parce qu'elle pointe vers le ciel.
Voilà. Alors on vous dit quoi? On vous dit que la puissance en entrée, PSE, vaut moins 85 dBm. On vous dit que la bande passante, la bande équivalente de bruit, vaut 100 MHz. On vous dit que le facteur de bruit du récepteur, le NF, vaut 5 dB. Et puis j'ai déjà dit qu'elle était à 5 degrés. Et on veut en fait le rapport signal sur bruit en sortie. Donc comment on va traiter ça? Eh bien on va déjà essayer d'exprimer le RSB de sortie. Le RSB de sortie, là je vais le faire en linéaire, c'est la puissance du signal de sortie sur la puissance de bruit de sortie. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Et c'est exactement ce que l'on veut. On peut aller un peu plus loin. La puissance de signal de sortie, c'est l'amplification fois la puissance du signal en entrée. Et ce que j'ai au niveau de PBS, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, ce qu'il y a au niveau de PBS, c'est A fois le bruit en entrée. Donc A fois le bruit en entrée, c'est A fois K T antenne BN. Et puis vous savez que je rajoute ici en fait le bruit apporté en fait par le quadrupôle. Le quadrupôle a un facteur de bruit F. Ça veut dire qu'à ce facteur de bruit F, je peux associer une température additionnelle TA, et vous savez maintenant calculer TA, puisque TA, on vous a dit que c'était T0, facteur de F-1. Et bien, le bruit additionnel, je peux l'exprimer, et il suffit de regarder le transparent précédent, comme étant A, l'amplification du quadrupôle, K, la constante de Boltzmann, TA, la température additionnelle, fois BN. Ce qui veut dire que là, vous comprenez bien que ce truc-là va se simplifier, et ça correspond à quoi? Le RSB S correspond donc à la puissance du signal en entrée, ça tombe bien, vous l'avez là, il suffira éventuellement de la mettre en boîte si on veut l'exprimer comme ici, et ça va correspondre en fait à KBN fois T antenne plus TA. Donc ça, je peux l'exprimer en dB, ça va être mon RSBS en dB, qui va donc s'écrire comme la puissance du signal en entrée exprimée en dBm, ce que j'ai ici, moins 10 log, et on va faire le calcul de K BN T antenne plus TA. Et tout ce truc-là, en fait, pour que ça soit une puissance, je vais diviser, en fait, ce truc-là par 10.3, puisque vous savez que les dBm, c'est normalisé par rapport à 1 milliwatt. Et bien évidemment, auparavant, il faut avoir calculé TA. Ce n'est pas un exercice le plus simple possible, mais je pense que c'est une des démarches pour y arriver. Alors on va essayer de le faire ensemble. Donc je vais revenir encore à ma petite fenêtre. On va commencer par calculer TA. Alors TA, on va calculer déjà le facteur de bruit en linéaire du DUT. Donc F du DUT, vous connaissez. On va nettoyer. Nettoyer l'ensemble des variables. Alors, F DUT, on a un facteur de bruit qui vaut 5 dB. Donc ça va être 10 à la puissance 5 dixièmes. Donc ça fait un F DUT de 3,16. Du coup, la température additionnelle, donc le TA que vous avez ici, ça va être donc
290 fois le F du DUT plus, enfin moins 1 plutôt, moins 1. Ce qui me donne une température additionnelle de 627 degrés Kelvin. Donc, je vais essayer de les déplacer. Ce truc-là, maintenant, je vais calculer ce qu'il y a ici. Et ça, je vais l'appeler P1. Et je vais le calculer en linéaire. Donc K, je le connais, 1,38 exposant moins 23. Multiplié par Bn. Bn, je la connais, c'est 100 MHz. Donc 100 MHz, 100 exposant 6. Multiplié par, en fait, TA plus la température d'antenne. Et la température d'antenne, vous savez que c'est 5 degrés Kelvin. C'est ce que vous avez ici. Hop. Donc ça, cette puissance, en fait, elle est exprimée telle qu'elle est là, elle est exprimée en watts. Donc ça, pour passer en dBm, je vais faire, alors on va le mettre, on va l'appeler P1 dBm. C'est donc quoi? C'est 10 fois, je pense que vous vous rappelez quand même, du log de 10 de P1 divisé par 1 milliwatt. Et vous avez en fait ici, alors je ne sais pas si vous voyez, une puissance P1 dBm qui vaut moins 90 dBm. Donc PSE, ici, ça vaut moins 85 dBm. Et KBN T antenne plus TA, ça vaut moins 90 dBm. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le RSB de sortie? Il suffit de faire maintenant la puissance du signal moins la puissance du bruit. La puissance, donc, on va l'appeler RSB, et c'est bien le RSB de sortie. C'est donc égal à la puissance du signal, moins 85, moins la puissance du bruit en bas, qu'on a appelé P1 dBm. Et ça vous fait un facteur de bruit de 5,6 dB. Donc en fait, bon, c'est pas ce qu'on va vous demander forcément de... Là, on arrive à un RSB, vous pourrez vous entraîner, si je ne me suis pas planté, à un RSB de 5,6 dB. Et ça, j'ai utilisé en fait cette température d'antenne. Pour arriver à calculer correctement mon RSB de sortie, j'ai eu besoin d'exprimer la température TA, en fait, du récepteur. Et pour exprimer cette température TA, j'ai utilisé le facteur de bruit. Alors écrire, je te remets effectivement, je remets si je peux. Je ne sais pas encore trop l'outil. Voilà. Je trouve que c'est pas mal aussi que vous ayez cette forme d'éléments. Vous pouvez faire des copies d'écran aussi. Donc l'outil que j'utilise, c'est un outil libre, il s'appelle Octave, c'est l'équivalent de MATLAB, vous pouvez l'installer, vous avez vu que c'est relativement simple, c'est une belle calculatrice et qui me permet de donner des noms de variables. Donc je vous encourage éventuellement à l'utiliser, c'est très simple d'utilisation, il y a plein de tutoriels par rapport à ça. Ok, je peux revenir. Alors, on va s'arrêter là sur la température additionnelle et on va passer maintenant à la suite. La suite, c'est celle-là. Bon, ça, de la même façon qu'on faisait un chaînage des quadrupôles, et je vous rappelle que le chaînage des quadrupôles consistait à dire que c'était F1 plus F2 moins 1 sur A1, ben vous pouvez faire la même chose avec les températures additionnelles. C'est assez simple. Il faut utiliser la relation qui donne TA égale
T0, F-1. Si vous utilisez l'expression de F, ici, vous allez retrouver cette expression-là. Et bien évidemment, cette expression-là, on peut la généraliser. Bon. Ça peut être utile lorsqu'on va parler de systèmes qui sont chaînés, comme on avait l'habitude de le faire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que j'ai un facteur de bruit, eh ben, j'ai une température additionnelle. Et au lieu de parler de facteur de bruit, je peux parler de température additionnelle. La température additionnelle, quelque part, ça va généraliser toutes les notions qu'on vient de voir. Ok? Donc ça, c'était cette partie température additionnelle. Maintenant, on va se passer la formule du RSB en sortie. Et la puissance du bruit en sortie, avec la température additionnelle, c'est kTA, fois le gain, fois la température additionnelle, plus la température d'entrée de ton système. Donc là, c'est la température d'entrée. Excusez-moi, c'est chez moi. Ok? Maintenant, je peux effacer? On va passer en fait à la notion de deuxième méthode pour mesurer le bruit. Pour mesurer le bruit, maintenant, ce qu'on va faire, effacer ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours utiliser l'analyseur de spectre. Je vais toujours mettre le composant que je vais caractériser, mais devant, je ne mets plus un bouchon 50 ohms, je mets une source de bruit. Cette source de bruit, en fait, elle est commandée par une tension. Cette tension, c'est souvent plus 28 volts, et on dit que la source est on. Autrement, c'est 0 volts, on dit que là, la source est off. Bien évidemment, lorsque la source est on, elle va vous donner une température TS qui est propre à elle, qui est donnée. Et lorsque là, donc ça c'est on, et généralement, lorsqu'elle est off, souvent, c'est la température des 290 degrés Kelvin. Donc c'est un composant qui se présente comme ça. Là, vous allez avoir un connecteur qui va vous permettre de la commander. Cette commande, elle vient souvent, en fait, c'est ce que vous verrez en TP, ce 28 volts, vous pouvez le générer à partir de l'analyseur de spectre. Il y a un menu qui vous permet de dire on passe on et off. Et le générateur l'analyseur de spectre va générer une tension de plus ou moins 20 volts, 28 volts. Comment c'est constitué? Ça, c'est souvent constitué autour de diodes. Des diodes, c'est des éléments bruyants auxquels on va rajouter des cellules. J'en mets, on a plusieurs. Des cellules d'adaptation. Alors pourquoi on met des cellules d'adaptation? Bien évidemment, c'est pour répondre à la contrainte. Vous êtes forcément sur un système qui doit être adapté. Et comme c'est des composants assez large bande, en fait, on a la nécessité de placer devant la diode une cellule ou des cellules d'adaptation, puisque les diodes, c'est des composants intrinsèquement très mal adaptés. Alors, au lieu de parler de TH et T0, les constructeurs ont défini un autre truc qu'on appelle l'ENR. L'ENR, c'est pour Exit Noise Ratio, et ça caractérise en fait votre source de bruit. Et l'ENR, là, c'est souvent une fonction qui dépend de la fréquence. Ça veut dire en fait que vous avez un tableau où vous allez avoir le NR et la valeur de la fréquence.
Et là, vous avez plusieurs valeurs. Bien évidemment, vous vous mettez sur celle qui correspond au plus, qui est au plus près de la fréquence à laquelle vous voulez caractériser votre DUT. Donc là, c'est un peu la source de bruit. Bon, c'est des trucs qui coûtent quand même assez cher, hein, ces sources de bruit. Donc il faut y faire attention, d'autant plus qu'on en a de moins en moins. Et après, bah, là aussi, il va y avoir deux mesures. La démarche, vous l'avez là, hein, c'est la démarche que je vous avez présentée. Donc vous avez votre source de bruit, donc qui va produire ici une température on et off. Donc vous allez avoir deux puissances de bruit, une puissance de bruit en entrée qui va être celle qui correspond à la puissance on, qui est généralement une puissance de bruit plus importante, et une puissance off qui correspond souvent à la source de bruit qui est éteinte. Vous avez votre composant à caractériser, caractérisé souvent par le DUT et son facteur de bruit ou sa température additionnelle. Là, on va parler en facteur de bruit. Et vous avez l'analyseur de spectre qui n'est pas parfait puisque lui aussi, il a un facteur de bruit. Et cet analyseur de spectre, la seule information auquel vous avez accès, c'est la puissance de bruit en sortie. Bien évidemment, si vous voulez mesurer le F du DUT, ben, il faut être capable de connaître le facteur de bruit de l'analyseur et puis l'amplification du DUT. Et ça nous permettra en fait de revenir au F du DUT en utilisant la même formule qu'on avait utilisée précédemment. Donc là, il n'y a rien de très nouveau sur cet élément-là. Après, bah, il va y avoir une méthode qu'on va appeler la calibration qui va me permettre de mesurer le facteur de bruit de la S. Et il va y avoir une autre mesure qu'on va appeler en fait la mesure du DUT qui va nous permettre de caractériser F. Et après, on fera une formule qui va nous permettre d'inverser ces deux paramètres-là. L'étalonnage, c'est ce que vous avez dit. Ben, ce qui se passe, c'est que vous avez votre AS, vous ôtez en fait votre DUT et directement vous le reliez à la source de bruit. Et vous allumez la source de bruit T-on et T-off. Ça va vous donner une puissance de bruit PBS off avec l'indice E, c'est lorsqu'en fait on est en étalonnage et que la source de bruit est éteinte. Même chose pour la puissance de bruit en sortie lorsque la source est on. Normalement, vous voyez une différence entre les deux. Autrement, ça veut dire en fait qu'il y a peut-être un problème sur la source de bruit. Et vous avez calculé un paramètre qu'on appelle le paramètre Y qui correspond au rapport, et là vous voyez que c'est des puissances qui sont exprimées en watts ou en milliwatts, pas en linéaire. YE est une valeur linéaire, donc qui correspond au rapport de la puissance lorsque la source est on, divisé par la puissance lorsque la source est off. Vous calculez tout ça en linéaire, et ça vous donne le facteur de bruit de la S. On va faire un exemple qui va vous permettre d'approcher ça. Mais dans cette méthode de calibration, le seul élément qui est relié en fait à votre AS, c'est la source de bruit. C'est ce qu'on appelle l'étalonnage. Donc là, je n'ai pas mis de DUT. Alors bien évidemment, si vous avez des cordons, etc., c'est toujours la même chose. Hein. Vous montez tout votre montage et le DUT, vous le remplacez par un I, c'est-à-dire une transition mâle-mâle ou femelle-femelle en fonction du type des connecteurs que vous avez. Comme ça permettra aussi d'intégrer dans votre calibration en fait les pertes qu'il y a dans les cordons. Bien évidemment, pour faire une mesure pertinente, on a intérêt d'utiliser des cordons qui ont des pertes d'insertion les plus faibles possibles. Après, on va avoir la deuxième étape, ça va être l'étape où on va faire la mesure. Donc là, vous avez rajouté votre DUT et vous faites exactement la même chose. Mesure source éteinte, mesure source allumée, ça vous donne deux puissances de bruit. Vous fabriquez un rapport entre les deux et vous en déduisez le facteur F. Alors la beauté de cette méthode, c'est qu'elle permet aussi, avec les 4 mesures que vous allez faire, donc ici vous avez les mesures de calibration, ici vous avez les mesures de DUT, ben, lorsque je fais en fait la différence entre on et off au niveau de la mesure divisé par on et off
au niveau de la calibration, j'ai l'amplification du DUT. Bien évidemment, ces formules-là sont en linéaire. D'accord? Alors, tout bêtement, je pense que le plus simple, c'est de vous montrer en fait, en gros, ce que vous aurez à faire. Pour ceux qui veulent, dans les autres transparents qui sont sur cours en ligne, il y a l'ensemble de la démarche. D'ailleurs, on vous a écrit les équations qui vous permettent d'arriver à ces deux équations. Elles sont démontrées. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent regarder ces équations. Pour ne pas vous embrouiller, je pense que c'était beaucoup plus simple de vous donner un exemple. Et pour rebondir à ce que disait Florent, là vous avez l'exemple en fait où on a mesuré le facteur de bruit d'un atténuateur 10 dB, donc de quelque chose qui est très passif. On a mesuré en fait ce truc-là, un analyseur de réseau vectoriel, à la fréquence de 1 GHz, il était de 9,8 dB. On a utilisé une source de bruit qui était de 15 dB. On a utilisé les marqueurs noise de l'analyseur de spectre. Pour la partie étalonnage, lorsque la source était on, on avait moins 137,3 dBm par Hz. Lorsqu'elle était off, on avait moins 148,6 dBm par Hz. Même chose pour la partie mesure. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de traiter ces données ensemble. Première étape, en fait, vous savez qu'il y a un truc à calculer, c'est la valeur de l'ENR en linéaire. Pour calculer la valeur de l'ENR en linéaire, je vais toujours utiliser 10 à la puissance 15 dixièmes. Après, en fait, vous savez que la valeur de Y, c'est la valeur en fait de la puissance de bruit en sortie source allumée divisée par la puissance de bruit de la source éteinte. C'est ce que vous avez en fait, je pense, sur les différents slides. C'est ce que vous avez ici. On et off. Et ça, c'est bien en linéaire. Alors si c'est en linéaire, soit je traduis ces données-là en linéaire, mais ça va me faire des valeurs très faibles, soit je passe sur un YDB. Si je prends un YDB, ça va être des dBm par Hertz moins des dBm par Hertz. Et si je veux repasser sur un Y en linéaire, ça sera en fait 10 à la puissance YdB divisé par 10. Et après, le facteur de bruit en linéaire, c'est le NR divisé par Y-1. Ce que je vous propose, c'est qu'on traite le problème ensemble. Et je vais essayer de réactiver la sortie Octave. Alors, on va la remettre quelque part par là. On va la mettre... on va la mettre là. Voilà. Je vais commencer par nettoyer déjà mon environnement. Et ensuite, je vais calculer le NR, comme je vous ai dit, en linéaire. Donc le NR en linéaire, on avait un NR de 15 dB, donc ça va être 10 à la puissance 15 dixièmes. Alors ça dépend complètement de vos sources de bruit, et normalement c'est donné en fonction de la fréquence. Donc là on va supposer que c'était donné pour la fréquence de 1 GHz. Ça vous fait un ENR de 31,6. Après je vais calculer la valeur de Y en dB. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc Y en dB, c'est la puissance en fait on, moins la puissance off. Donc la puissance on, c'est moins 137,3. Alors moins, bien évidemment, ça va me faire plus la puissance off qui est de 148,6. Donc là, ça me fait en fait YdB 11,3 dB. Je vais passer en petit y qui correspond à la valeur linéaire de grand Y, toujours la même façon, 10 à la puissance du coup
de petit y, non, de y dB divisé par 10. Ça me donne petit y 13,4. Là, je suis sur la partie étalonnage. Si vous regardez en fait la partie étalonnage, il n'y a pas de DUT. Donc le seul facteur de bruit que je vais déterminer, c'est le facteur de bruit de l'analyseur de spectre. Donc c'est FAS. Et FAS, je vous ai dit quoi? Que c'était le NR. On a calculé en linéaire, divisé par la valeur de Y-1. Y étant exprimé aussi en linéaire. Là, ça vous donne un facteur de bruit d'analyseur de 2,53. Et c'est en linéaire, c'est pas 2,53 dB. D'accord? Maintenant, je vais faire exactement la même démarche pour la partie mesure. Le NR ne va pas changer. Les seuls éléments qui vont changer, c'est la valeur de Y. Donc, je vais l'appeler Y dB. Voilà, on va lui rajouter un M. Et là aussi, c'est la puissance de bruit observée en sortie on moins la puissance de bruit en sortie off. Donc là, c'est si j'applique ça, ça va être moins 145. Moins, ça devient plus 148,6. Là, vous voyez que ça fait quelque chose qui est quand même beaucoup plus petit que tout à l'heure. Y en dB et le M, c'est pour mesure. On va faire la même chose, on va l'appeler petit y mesure. Et ça va être quoi? Ça va être 10 à la puissance de y dB M divisé par 10. Vous voyez que là, on est quand même sur un truc qui est assez proche de 1. Alors, vous allez commettre pas mal d'erreurs lorsque vous avez des valeurs de Y qui sont proches de 1. Bien évidemment, comme vous fabriquez un rapport, ça va vous entraîner en fait des erreurs assez importantes. Et maintenant, je vais calculer de la même façon le facteur de bruit de la partie mesure. Donc, le facteur de bruit, je vous rappelle qu'il intègre le DUT, mais aussi le facteur de bruit de l'analyseur de spectre. Donc, on va calculer le facteur de bruit, et c'est exactement la même chose, le NR, divisé par, du coup maintenant, c'est Y mesure, moins 1. Et là, en fait, j'ai le deuxième facteur de bruit. Donc là, pour l'instant, j'ai calculé le facteur de bruit de l'AS. En linéaire, il valait 2,53. Et j'ai calculé le facteur de bruit, en fait, de la mesure totale, du plus analyseur de spectre, et il vaut 24,5. Le dernier paramètre qui me reste à calculer, c'est l'amplification. Alors, l'amplification du DUT, je vous rappelle que c'est un rapport, et ces rapports, il faut mettre les puissances en linéaire. Alors, c'est en fait la puissance on mesurée en linéaire, moins la puissance off mesurée en linéaire. Alors pour faire ça, tout bêtement, je vais laisser les puissances en milliwatts, ça pose pas de problème. Ça va être 10, alors on va le mettre à la puissance, et là je vais refermer une parenthèse, donc là il va y avoir un peu... Et on va prendre on, donc on c'est moins 145. Donc là je mets moins 145, et que je divise par 10. Et ça, en fait, je vais le soustraire à la puissance exprimée encore en linéaire, et on va l'exprimer encore une fois en milliwatts. Et là, c'est moins 148,6 divisé par 10. Donc là, j'étais sur la partie mesure, et je vais faire exactement la même chose au dénominateur. On va prendre la puissance on, donc ça va être 10,
Et la puissance que je vais mettre, eh ben, ça va être moins 137.3. Moins 137.3 divisé par 10, moins la puissance étalonnage off. Donc c'est 10 à la puissance. Et du coup, on a moins 148.6. Divisé par 10. Alors vous voyez que si vous faites ça à la calculatrice, ça peut... c'est pas forcément... pourquoi j'ai mis un i? On va l'appeler ici. Adut, voilà. Vous voyez qu'on peut faire rapidement des erreurs. Alors forcément, là, comme j'ai pris un atténuateur, la valeur de A en linéaire, il y a des chances qu'elle soit inférieure à 1. C'est ce qu'on va essayer de vérifier tout de suite. Vous voyez qu'on est à 0,095. Donc, en gros, un dixième. Donc, pour un truc de 1 dB, c'est pas mal. Donc, pour résumer, pour l'instant, j'ai la valeur de f à s en linéaire, j'ai la valeur de f total, donc de f, et j'ai la valeur de adut. Maintenant, ce qu'il faudrait que j'essaie de faire, c'est la correction. Et la correction, vous savez que c'est, si vous regardez ce qu'on avait écrit, c'est f de dut, il vaut donc le f que j'ai calculé, moins, et là, ça va être en fait f à s moins 1 divisé par adut. C'est exactement la formule qu'on a vue tout à l'heure. Et f dut, là, sous cette forme-là, va s'exprimer en linéaire. On a un f dut en linéaire qui vaut 8,48, 8,49. Si je veux passer sur le nf du dut, eh ben, je vais prendre 10 fois le log en base 10 de la valeur de f dut. Et il veut pas. Oui, parce que j'ai oublié le. Faut que j'écrive correctement log quand même. Log, voilà. Vous avez un NF dut qui vaut 9,83. Donc, on était avec un atténuateur de 10 dB. Vous voyez que je suis à peu près sur la valeur qu'on pouvait espérer. Je peux vérifier aussi que 1 dut en dB, eh ben, ça va être aussi 10 fois le log de 10 de, que je vais appeler comme ça, adut. Où est adut? Oui. Et vous retrouvez moins 10 dB. Vous voyez qu'on est sur des choses qui sont complètement homogènes. Y a-t-il des questions là-dessus? Donc là, vous avez, en fait, j'ai utilisé typiquement toutes les formules que vous avez dans les transparents précédents. Alors, il devrait être égal à 10 dB si le truc était exactement de 10 dB et si exactement les valeurs que j'avais mesurées correspondent à des valeurs réelles. C'est-à-dire que là, déjà, quand je le mesure, il est plutôt égal à 9,8. Donc, et en plus, après, j'ai des incertitudes de mesure. Après, je me suis peut-être planté sur... Il faudrait vérifier les calculs. C'est possible que je me sois un petit peu planté sur les calculs, mais je pense pas. A priori, les formules sont bonnes. Donc, non, c'est homogène. Donc, vous avez un facteur de bruit qui vaut 9,28. Donc, pour 10, 9,3, on a une erreur de 0,7. On descend très très bas avec les valeurs. Donc, on reste dans des places d'incertitude. En plus, le NR que j'ai donné, là, c'est des sources de bruit qui ont un peu d'âge.
Donc je ne suis pas sûr qu'il soit du tout aussi précis que ça. Donc là, la principale cause d'erreur, c'est sûrement parce que ma source de bruit n'est plus étalonnée depuis 15 ans. Si vous êtes en entreprise, vous utilisez des sources de bruit, je tends à l'espérer, un peu mieux étalonnées que les nôtres. Et en fait, vous verrez à l'IUT, mais je pense que David va vous le dire, dès cet après-midi, vous retournez la source de bruit et vous verrez qu'en fonction de la fréquence, vous avez des valeurs qui sont autour de 15 dB. Donc là, je pense que je n'ai pas été chercher la valeur qui correspond précisément à 1 giga. Ça explique un peu les petites erreurs que vous avez. Mais là, l'idée, c'était de vous montrer le calcul. Est-ce qu'il y a des questions?